Le débat avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger, bonjour, présidente de l'agence Image, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, bonjour à vous. Bonjour Valérie. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. On va évidemment revenir sur l'intervention de Christophe Castaner hier. Cette question, le gouvernement a-t-il cédé à la pression de la rue? Le gouvernement est-il en train de lâcher ses policiers? Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère chez les policiers et chez un très grand nombre de citoyens. Je vous rappelle que selon un dernier sondage, 84% des Français apprécient l'action de la police. Et puis on reviendra également sur l'affaire Adama Traoré. Le gouvernement, là aussi, a-t-il cédé à la pression de la rue? Deux affaires qui n'ont strictement rien à voir ensemble et qui pourtant semblent liées, puisque le ministre de l'Intérieur réagit sur les violences policières après les manifestations qui ont eu lieu ce week-end, enfin les jours passés. On en parlera avec vous dans quelques instants. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention hors de ces sujets. Rafik Smati. Il y a un sujet qui est hélas assez loin de nos préoccupations quotidiennes, de notre actualité qui est extrêmement violente. Un sujet qui, je veux bien le comprendre, n'interpelle pas plus que ça nos compatriotes, mais qui est pourtant gravissime. C'est un signal faible. C'est ce qui vient de se passer dans l'Arctique russe, en Sibérie. Une installation pétrolière qui s'est effondrée et qui a déversé plus de 20 000 tonnes d'hydrocarbures. 20 000 tonnes d'hydrocarbures, en soi, c'est une marée noire dramatique, qui est comparable à celle que nous avons connue en France en 1999 avec l'Erika. Donc en soi, c'est une catastrophe. Mais ça va en réalité bien plus loin. Parce que cette catastrophe est intervenue parce que ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire les glaces permanentes de l'Arctique, ont fondu. Et ces installations se sont disloquées, entraînant cette marée noire. Et on estime aujourd'hui que la fonte du permafrost pourrait mettre en péril 70% des installations du nord du cercle polaire arctique. Ce n'est donc pas un petit sujet. C'est un sujet de santé publique planétaire, dont, hélas, on ne parle pas parce que ça ne correspond pas à notre priorité de fin de mois. La fonte du permafrost est une menace pour l'humanité, une menace qui est d'une autre nature que celle que nous avons connue récemment avec le Covid-19. Comprenez que le permafrost abrite plus du double des quantités de gaz à effet de serre que notre air en contient. Donc la fonte du permafrost, qui est consécutive à l'augmentation globale de la température dans le monde, c'est une bombe à retardement que nous avons le devoir impérieux de traiter comme une priorité. Alors, je ne veux pas dire, et je terminerai là-dessus, que c'est forcément la faute de l'homme. Je ne suis pas forcément de ceux qui mettent une relation de cause à effet immédiate entre l'action de l'homme et l'augmentation des températures. Je pense qu'il y a plus une action de corrélation, plus qu'une action de causalité. Je ne sais pas si l'homme est responsable. Toujours est-il que l'augmentation de la température mondiale est là, que ça peut engendrer des catastrophes et que ce qui se passe dans le Nord Sibérie aujourd'hui, avec l'effondrement de cette infrastructure pétrolière, est bien plus qu'une marée noire. C'est un signal faible d'une catastrophe planétaire à venir. Donc il faudrait que tous les pays se saisissent de cette catastrophe et aident la Russie également. Plus généralement, il y a un machin aujourd'hui qui ne sert plus à rien, qui a montré son inefficacité sur les questions géopolitiques, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui ne sert plus à rien. Il y aurait beaucoup à dire. Eh bien, absolument. Eh bien, s'il y a un sujet et un seul qui nécessite une coordination mondiale et planétaire, c'est celui-ci. Et je propose déjà depuis un moment de concentrer l'ONU sur cette mission, sur cette unique mission. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Bon, Geneviève Gotzinger, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? On me met le retour de François Hollande, donc je ne sais pas si ça vous réjouit ou si ça vous consterne.
Non, c'est un petit coup d'amusement en fait. C'est cette bonne vieille règle selon laquelle en politique, tant qu'on n'est pas mort physiquement, on est toujours vivant et on est toujours bon pied bon oeil, prêt à revenir. Et c'est vrai que j'ai une vraie fascination en fait pour la capacité qu'ont nos hommes politiques à ne jamais renoncer. Alors là, ce matin, François Hollande, c'est dans la presse italienne, dans le Corriere della Sera. Il se fait, comme souvent d'ailleurs, l'exégète de l'action de son successeur. Il n'a jamais digéré de ne pas avoir été en capacité de se représenter. Et donc, il l'explique aujourd'hui, l'élection d'Emmanuel Macron, par ce contexte particulier. Et pour lui, finalement, il n'a pas été élu pour lui-même. Il a été élu juste sous l'effet de ce contexte, plus davantage par refus d'une présidence d'extrême droite que par adhésion à son programme politique. Alors, c'est en partie vrai, sans doute. Mais ce qui est intéressant, c'est le diagnostic qu'il tire à partir de ça, de la présidence d'Emmanuel Macron, pour dire que finalement, aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est l'absence de parti, c'est l'absence d'organisation réelle des citoyens. Et ça, c'est pas faux. C'est vrai que l'absence de structuration de la République en marche, c'est un problème réel pour le président de la République. L'inexistence d'un parti politique. Et puis on voit aussi qu'Emmanuel Macron, quelque part, se hollandise en ce moment. On va peut-être en reparler, mais quand il évoque Amada Traoré, de la manière dont il le fait, moi, je pensais assez à François Hollande avec Leonarda. Donc tout ça exactement. Moi aussi, j'ai fait le même comparatif. Partager mon amusement. C'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur. Bon. Nicolas Corato, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors moi, c'est un coup de cœur qui se transforme en coup de gueule, et c'est une anecdote vraiment de Parisien, donc j'en suis désolé par avance, mais je me suis fait voler mon vélo. Ça arrive à beaucoup de Parisiens en ce moment. Et moi, j'avais tout bien fait, hein. Bobo, vélo, Hidalgo, j'avais utilisé les pistes cyclables, le Covid, j'étais rentré dans une nouvelle civilisation et je trouvais ça plutôt sympathique jusqu'à ce que dans le monde d'après, je me fasse voler de mon vélo comme dans le monde d'avant. Et donc, ce que j'ai fait quand j'ai appelé le commissariat quand même, qui m'a dit, écoutez, pour passer, c'est compliqué en ce moment avec le Covid, il y a de moins en moins de fonctionnaires de police pour prendre les plaintes, passez par Internet, déposer une pré-plainte. Et je suis allé sur le site du gouvernement où on peut déposer une pré-plainte. Et j'ai été vraiment séduit par cette technologie. C'est très pratique. En fait, vous écrivez votre plainte au fur et à mesure que défile le formulaire, vous rentrez tout. Ensuite, on vous propose un rendez-vous, vous allez au commissariat, vous rentrez à peine. Et on vous rend ce que vous avez préparé en ligne, signé, tamponné par le fonctionnaire de police. Et je me suis dit, c'est quand même formidable. Ça m'a évité d'attendre une demi-journée au commissariat et j'ai pu faire mes formalités auprès de mon assurance sans problème. Et puis ensuite, je me suis dit quand même, mais il y a 13 millions de Français dans ce pays qui ont un problème avec l'électronisme, c'est-à-dire qui ont un problème d'accès aux formulaires en ligne. Et je me suis mis à la place de ces Français qui se seraient fait voler leur vélo, tout comme moi. Et je me suis dit quand même que c'était compliqué aujourd'hui d'avoir accès à la justice, d'avoir accès à la police, sans passer par ce genre de filtres, qui sont des filtres en fait qui nous éloignent de plus en plus des services publics. Et donc je voulais témoigner parce que effectivement on se rend compte que l'électronisme qui a été dénoncé par le défenseur des droits, il y a un rapport très intéressant, mais de plus en plus à l'écart un certain nombre de Français, que les services publics se retranchent de plus en plus derrière le numérique. Donc c'est une tranche de vie du Covid, c'est-à-dire qu'on nous dit que le Covid, c'est l'avènement de la société du numérique, très bien, mais la société du numérique, c'est pas une société qui inclut tous les citoyens à ce jour, et il faut pas l'oublier. Sans compter les zones blanches qui existent encore en France, où des Français ne reçoivent pas Internet correctement et qui se retrouvent complètement isolés. Laurent Jacobelli, c'était un sujet que je voulais évoquer, donc ça tombe bien que vous l'évoquiez. Ce sont ces masques français qui vont vraisemblablement moisir dans des entrepôts. Oui, c'est un scandale absolu. Il y a quelques mois, quand on s'est aperçu que le gouvernement français n'avait pas su gérer les stocks de masques, on a fait appel à l'industrie textile française, à son ingéniosité, à sa capacité à se réinventer. Et très très vite, des PME ont su mobiliser les machines, les moyens techniques, les moyens humains pour fabriquer des masques pour protéger les Français. Alors, ça pourrait commencer comme un coup de cœur au savoir-faire de nos PME, à l'inventivité de nos chefs d'entreprise et de leurs salariés. Malheureusement, ça se termine en coup de gueule, parce qu'il y a des stocks qui vont être jetés, tout simplement parce que la commande publique n'est pas allée aux entreprises françaises, elle est allée aux entreprises vietnamiennes. 10 millions de masques commandés au Vietnam parce que moins cher, paraît-il. Et finalement, on en est à se demander si ce nouveau monde qu'on nous annonce, c'est pas le vieux monde empire, comme si ces gènes mondialistes
était ancré en Macronie, mais d'ailleurs, comme dans les autres partis classiques, comme on dit, du système, et qui retournent à leur vieux réflexe très vite. On avait là une aubaine, une chance incroyable de relancer une activité historique française. Partout dans les Vosges, dans le centre de la France, où il y a des entreprises qui sont prêtes à redémarrer. Avoir notre indépendance sanitaire, c'est-à-dire de ne plus dépendre de la Chine, de l'Asie, pour protéger les Français. C'était gagnant-gagnant. On relançait les entreprises, on relançait l'emploi et on était autonome. Eh bien non, c'est une occasion qui n'a pas été saisie, tout simplement parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et qu'on préfère toujours payer moins cher très loin que payer, c'est vrai, un tout petit peu plus cher ici, mais avec deux bénéfices. Le premier sur l'environnement, parce qu'on n'a pas à faire venir des masques du bout du monde et donc on ne pollue pas la planète, et un bénéfice qui est notable sur l'emploi. Donc je pense que c'est une occasion ratée. J'envoie un petit message à toutes ces PME qui se sont mobilisées, qui ont investi 200, 500 000 euros, parfois jusqu'à 1 million, pour protéger les Français qui se retrouvent aujourd'hui dans le bec dans l'eau, tout simplement parce que notre gouvernement est incapable de se réinventer, contrairement à ce qu'il promet. Oui, parce qu'en plus, les Français ne vont pas acheter ces masques lavables. Ils préfèrent les masques chinois qui sont jetables. Un mot du chef d'entreprise que vous êtes, Rafik Smati, sur ce monde d'après qu'on nous avait annoncé, relocalisant, privilégiant le Made in France. Visiblement, c'est pas le cas. C'est d'une tristesse absolue. Le mot qui vient d'être employé à l'instant, qui est le mot souveraineté, est un mot qui est absolument essentiel. Alors il ne s'agit pas d'être souverain dans tout, il y a un certain nombre d'activités dans lesquelles on peut très bien collaborer avec nos partenaires, avec nos amis, mais la question des masques, on s'est rendu compte à quel point cette souveraineté sanitaire était absolument essentielle. Imaginez demain une deuxième vague, imaginez demain un virus d'une autre nature, parce que ça viendra et que c'est dans le cours des choses et dans le cours de l'humanité. On s'est rendu compte que finalement un confinement aussi long n'était peut-être pas aussi pertinent que ça, et que la première des barrières, c'est que tout le monde puisse être équipé de masques en toutes circonstances. Donc demain, dans l'hypothèse d'une nouvelle vague, si on n'est pas capable d'équiper les Français en toutes circonstances parce que on sera passé à autre chose et qu'on n'aura pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé, eh bien ça veut dire qu'on repartira pour un confinement de 3 mois, ça veut dire 2 millions de chômeurs en plus. Remarquez, ils sont peut-être pas à ça près. Allez. On va marquer une pause et on revient avec l'intervention, pour réagir à l'intervention de Christophe Castaner. Est-ce qu'il lâche les policiers? Est-ce que l'amalgame entre police et violence est clairement fait? On en parle avec vous dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé une semaine après les manifestations de soutien à Adama Traoré. Des manifestations également pour dénoncer le racisme en France. Une nouvelle manifestation est organisée aujourd'hui en France à l'occasion des obsèques de George Floyd. Christophe Castaner a donc prôné une tolérance zéro du racisme. Écoutez-le. Le racisme n'a pas sa place dans notre société, pas sa place en République. Il se cache derrière 1000 oripeaux, 1000 visages. Il prend sans forme et sans prétexte. Mais c'est en réalité un mal abject, un mal insupportable, un mal qui divise, oppose et bientôt blesse et tue. Voilà, donc... Moi, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet de ce qu'il a dit hier, est-ce que le gouvernement est terrorisé aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont dans un état de trouille tel qu'ils cèdent en fait à toutes les revendications? Et j'en veux pour preuve les rendez-vous, les rassemblements qui sont prévus mardi en France pour saluer la mémoire de George Floyd, qui sont interdits par la loi en raison de la crise sanitaire, seront tolérés et ne donneront pas lieu à des sanctions. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est-à-dire on interdit des manifestations, mais on les tolère. On est dans le en même temps. Donc est-ce que le gouvernement a la trouille des banlieues, a la trouille des réactions de la rue? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé moi hier. Qui veut commencer? Peut-être Laurent Jacobelli? Oui, moi je veux bien. La déclaration du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, est un acte de soumission à la racaille. Il a clairement dit vous avez tous les droits. Aujourd'hui en France, les honnêtes gens n'ont pas le droit de défiler. Les opposants politiques, quand ils sont gilets jaunes, n'ont pas le droit de diffuser. Mais ceux qui veulent traiter les Français et leur police de racistes
eux peuvent défiler. Monsieur Castaner est celui qui incite à mettre des amendes il y a quelques semaines à ceux qui se déplaçaient à plus de 100 km de chez eux, mais qui tolèrent que l'on pille des magasins ou qu'on casse du matériel public au nom d'un soi-disant antiracisme. J'ai entendu l'allocution de monsieur Castaner. Il a dit qu'il fallait qu'aucun racisme n'ait lieu. Eh bien, il a bien raison. Mais il devrait plutôt envoyer les forces de police dans certains quartiers où il ne fait pas bon être juif aujourd'hui. Il devrait rétablir l'ordre dans certains quartiers où les honnêtes gens ne peuvent plus rentrer chez eux sans passer le contrôle du bas de l'immeuble fait par les dealers. Mais là, on ne l'entend pas, monsieur Castaner. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a mis, comme l'ont fait un certain nombre d'autres, un genou à terre. Il accepte le diktat qui est « laissez-nous faire ce que nous voulons » dans les banlieues et détourner le regard ailleurs. Il a lâché les policiers et les gendarmes. 10 000 policiers et gendarmes blessés par an, 29 morts l'année dernière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sous-entend finalement que ceux qui les traitent de racistes, de policiers violents, ont raison, mais c'est indigne. On a l'impression aujourd'hui que le clan Traoré a un nouveau membre et il s'appelle Castaner. Non, ça, c'est la punchline. Alors, Geneviève Gotzinger. Absolument pas d'accord, mais alors c'est 100% en désaccord avec ce que vous venez de dire. Ce qu'il a dit hier, pour moi, Christophe Castaner, c'est en fait des évidences. Évidemment, la tolérance zéro sur le racisme, c'est une évidence républicaine. On ne peut pas tolérer que des personnes qui sont chargées d'incarner l'ordre, en fait, soient pour partie d'entre eux racistes. Alors, évidemment, être policier aujourd'hui, c'est très difficile. Tout ça, c'est très dur. Il y a eu une pression très, très forte, des manifestations à répétition, la crise des Gilets jaunes, les manifestations sur la réforme des retraites. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Mais ça ne légitime en rien l'existence d'une ultra-minorité dans la police qui est effectivement pourquoi faire raciste, une conférence de presse? Pourquoi faire un amalgame? Pourquoi aujourd'hui faire un amalgame entre police et... Malheureusement, aujourd'hui, il y a une nécessité de relégitimer la police vis-à-vis des citoyens. Il y a une méfiance vis-à-vis de la police. De quels citoyens? 84% des Français, mais 84% des Français ont une bonne opinion de la police. Non, mais... Dernier sondage IFOP, 60%. Dernier sondage IFOP, 60% des Français. Non, j'ai eu hier Frédéric Dabi, justement. Je me suis renseigné. La dernière balise IFOP, c'était 84% des Français qui ont confiance en leur police. Alors attendez, on va continuer sur notre antenne, sur laquelle on parle aujourd'hui, on a entendu quand même beaucoup de craintes de la police au moment des manifestations des Gilets jaunes. Moi, j'ai entendu sur Sud Radio beaucoup de vos auditeurs qui s'exprimaient et qui exprimaient leur réticence envers la police. Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire. Après, ce qui est évident, c'est que le gouvernement est sous pression. Là, on est d'accord. Il est sous pression parce qu'il y a une mobilisation extrêmement forte, en France aussi, à la suite de la mort de George Floyd. Et cette mobilisation, on ne peut que la comprendre. Pardonnez-moi, moi ce qui m'étonne, c'est que... Mais quel rapport avec la France? Quel rapport avec la France? Vous êtes américaine ou quoi? International, Valérie, il peut y avoir une émotion sur le plan... Oui, mais est-ce que le ministre... Je suis d'accord. Non, mais Geneviève, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur intervient hier? Il y a une sorte de gloubi-goulba qui s'est imprégné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire George Floyd, il y a effectivement un soutien contre le racisme qui est absolument légitime et compréhensible. Qu'est-ce que le discours de Christophe Castaner a à voir avec George Floyd? Valérie, Nicolas Corato. Peut-être qu'une des raisons, alors c'est vrai qu'il y a une onde de choc George Floyd et qu'on ne peut pas comparer la situation américaine avec la situation française. Mais on ne peut pas dire non plus que la France n'a pas de problème avec le racisme, en passant très rapidement sur le sujet. On ne peut pas non plus amalgamer les personnes victimes de racisme avec des racailles. Il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui souffrent de racisme et qui ne sont pas des délinquants. Voilà, je pense que c'est pas parce qu'on est contre le racisme qu'on est pour les racailles. Moi, je pense que ce genre d'amalgame-là sont irresponsables. Mais il y a un point quand même qui a fait peut-être que le gouvernement a accéléré. Il y a eu un certain nombre de révélations au-delà de l'affaire Adama Traoré, dont je rappelle que c'est une affaire qui remonte à 2016 et dont on peut peut-être s'étonner qu'au bout de 4 ans, on n'ait toujours pas avancé et s'étonner qu'on avance une fois que les manifestations aient lieu. C'est-à-dire que les juges d'instruction font avancer l'affaire, manifestation après manifestation, ce qui laisse d'ailleurs penser qu'il y a un problème de gestion de cette affaire. Mais il y a un sujet, c'est notamment les révélations de Street Press. Les révélations de Street Press sur ces groupes Facebook
où participent des officiers de police, et par an, payent pas peu, 8 000 dans un, 9 000 dans l'autre, avec, vous l'avez entendu, des messages sonores qui posent un certain nombre de questions sur une forme de racisme qui s'est ancrée dans la police. Mais la police, elle n'est pas hors sol dans ce pays. La police, elle ne vit pas à part de la société. La police, elle est traversée par les mêmes tensions que la société, et les mêmes interrogations, et parfois les mêmes, je dois le dire, les mêmes déchéances. Parce qu'effectivement, il y a un problème de libération de la parole dans ce pays. C'est vrai dans les antennes de radio, dans les antennes de télé depuis des années. Donc il n'y a pas de raison que la libération de la parole n'ait pas lieu non plus à la police. Et c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, à un moment, de mettre le haut là sur cette libération de la parole et sur cette expression d'un racisme qui doit rester un racisme individuel et ne jamais être interprété comme un racisme institutionnel. Il y a un message très important à faire passer, sinon effectivement on décrédibilisera complètement la police, définitivement la police, tant auprès des quartiers qu'auprès des gilets jaunes ou d'autres citoyens à qui ils ont affaire. Alors, on se retrouve dans un instant. Rafik Smati, vous aurez la parole et vous pouvez évidemment vous aussi réagir sur Sud Radio 0826 300 300. Qu'avez-vous pensé du discours de Christophe Castaner? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il lâchait la police et qu'il cédait à la pression? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, en particulier le discours hier, la prise de parole de Christophe Castaner. On ne vous a pas entendu, Rafik Smati, sur le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que la police, que le gouvernement cède à la rue et mort de trouille? Ce qui se passe m'interpelle vraiment. Évidemment, et il faut le dire, il y a des policiers qui sont racistes. Il y a des plombiers qui sont racistes, il y a des jardiniers racistes, il y a des journalistes racistes, il y a des racistes partout. Et le racisme, quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne, de quelque communauté qu'il vienne, doit être condamné pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour quelque chose d'absolument scandaleux et qui abaisse les conditions humaines. Mais je ne laisserai personne dire ou sous-entendre que la France est un pays raciste, que les Français sont racistes. Voyez-vous, je m'appelle Rafik Smati. Je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Durant tout mon parcours, que ce soit mon parcours scolaire dans l'école de la République, dans mon parcours entrepreneurial, dans mon parcours politique, je n'ai jamais été confronté aux questions de racisme. Jamais. J'ai avancé, j'ai réussi professionnellement, j'ai créé des emplois, j'ai réussi dans mes études. Je n'ai jamais été confronté au problème de racisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire que j'ai acquis la certitude au fil du temps que le pays dans lequel je grandis et qu'aujourd'hui je veux aider n'est pas un pays raciste. Et que s'il y a des racistes ici ou là, et il y en a, et nous devons le dire, eh bien ce sont des crétins qu'il faut punir, parce que ni le racisme, ni l'antisémitisme, sous toutes leurs formes, n'ont leur place dans notre pays. Donc quand j'entends un ministre de l'Intérieur laisser sous-entendre que la France, la belle France, celle qui est encore amenée à rayonner dans le monde, contrairement peut-être à ce qu'il souhaiterait, cette belle France serait un pays raciste, eh bien je m'inscris en faux, et plus que jamais, cela me donne envie de me battre pour elle. On n'a pas entendu. Très beau témoignage. Très beau témoignage. On n'a pas entendu la même chose. Moi, je l'ai pas entendu dire que notre pays était un pays raciste. Si, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté les manifestations, madame. Attendez, pas tous en même temps. Vous n'avez pas écouté les manifestations parce que c'est ce qui s'y dit. Et le problème, il y a même des affiches, clairement, qui insultent l'ensemble de la République française comme étant une république raciste. Moi, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce que je regrette, c'est que le gouvernement français soit tombé dans le piège de l'importation des émeutes américaines, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à importer ces manifestations. D'abord, tous ceux qui veulent que la police n'aille plus patrouiller dans certains quartiers pour pouvoir y faire leurs petites affaires tranquilles. Moi, je rappelle quand même que la famille Traoré, qui est à l'origine du mouvement en France, outre la douleur de la famille pour avoir perdu un des siens, c'est vrai, est aussi une famille où ils ont tous un pédigré de multi-récidivistes. Oui, ça vous excusez-moi, je vais terminer mon raisonnement. Vous savez ce qu'on terminez mon raisonnement, vous parlerez après. Vous parlerez après si ça ne vous embête pas. Le problème, c'est que ces gens, certains, et notamment Adama Traoré, a été arrêté par la police
puis ils ont essayé de le capturer alors qu'il s'échappait, pas parce qu'il était noir, parce que c'était un délinquant, et de laisser importer cette volonté de guerre civile en France, c'est dangereux. Donc voilà, il y a aussi tout un tas d'organisations de gauche et d'ultra-gauche qui essayent finalement de reprendre un petit peu le haut du pavé parce qu'ils sentent bien que leur vieux discours de lutte des classes ne prend plus. Et puis, il y a les professionnels de l'antiracisme qui, comme SOS Racisme, qui ont tout intérêt. Moi, vous savez, je souffre quand j'entends un Omar Sy dire et sous-entendre que notre police pourrait être raciste. Je ne dis pas que certains individus ne le sont pas, hein, mais je parle de son entièreté. La police n'est pas raciste. Omar Sy, il est noir, il a réussi en France, il a fait le métier dont il rêvait quand il était gamin. Les Français l'ont même élu acteur préféré. Comme nation raciste, il y a pire. Je pourrais parler de Camélia Jordana, qui a fait un concours de télé-réalité où les Français ont voté en masse pour elle. Il y a d'autres signes de racisme dans un pays. Et je tiens à rappeler qu'en France, nous avons eu un des députés noirs, le premier député noir en 1794, Jean-Baptiste Bellay. Franchement, est-ce que M. Castaner ne devrait pas plutôt soutenir la police qui, globalement, à 99,9%, fait bien son métier et plutôt la soutenir pour chasser la délinquance de certains quartiers, pour assurer l'ordre public, plutôt que de la stigmatiser et de céder à la facilité? Alors, juste, on a un auditeur et vous répondrez après, Nicolas Corato. Laurent, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Attends. Oui. Vous avez regardé le ministre de l'Intérieur hier? Oui, absolument. Je l'ai regardé, mais pas jusqu'au bout. Et en effet, bon, traiter comme ça les policiers, on a senti une globalité où le travail était mal fait de la police. Bon, ça je ne le crois pas. Hein. Les policiers sont des hommes qui ont décidé d'être policiers. Voilà. Donc les hommes comme moi, des fois, on peut devenir raciste, violent ou n'importe quoi à des moments de sa vie. Bon, je pense que le racisme, c'est une vieille affaire de l'humanité entière qu'on ne pourra jamais éliminer, mais qu'on pourra canaliser. Hein, voilà. Le racisme a été inventé pour mettre des gens en esclavage. C'est ça le racisme. La traite arabo-musulmane, les pays de l'Afrique du Nord ont décidé que les Noirs étaient des sous-hommes et hop, ils les ont mis en esclavage pendant 700 ans. C'est ça le racisme. Nous l'avons fait aussi avec la traite négrière pour les champs de coton avec le triangle. Hein, Bon, c'est ça le racisme. Le racisme, c'est simplement dire, tiens, l'autre est un sous-homme, comme ça on l'exploite et nous n'avons plus de problème. La France, ce n'est plus ça du tout. Ça a été ça, tous les pays du monde l'ont fait, hein, sans exception. C'est parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Maintenant, nous avons de l'énergie, donc le racisme est devenu une idiotie ou une jalousie. Quand vous voyez des gens qui vendent de la drogue avec des grosses voitures, alors si le gars est blanc, bon, on n'est pas raciste, et si le gars est noir, on dit regarde, c'est un noir qui a une grosse voiture. Bon, voilà la réalité. Maintenant, le racisme, c'est dû à la jalousie. Avant, c'était pour exploiter la main-d'œuvre, maintenant, c'est de la jalousie. Mais la police n'est pas du tout dans ce phénomène. C'est une police républicaine, moi, qui me convient. Moi-même, j'ai fait des fautes, j'ai été arrêté, que ce soit sur la route ou ailleurs, et je ne vois pas pourquoi Castaner veut taper comme ça sur ces policiers. Sur nos policiers. C'est notre police nationale qui nous protège, qui nous défend. Et bien sûr, ce sont des hommes qui peuvent avoir des travers. Voilà, tout simplement. Alors, c'est votre réaction. Alors, Nicolas Corato. Oui, il y a plusieurs sujets. Moi, je voulais réagir sur ce qu'a dit Laurent Jacobelli et Rafik Smati. On ne peut pas nier, que la France a un problème avec le racisme et la xénophobie. Et on a le droit de le dire. Et moi, je ne vous laisserai pas empêcher les gens de le dire. La France a un problème avec le racisme et la xénophobie, et je vais même poursuivre les scores de votre pool. Donc il faut regarder la réalité en face. Il y a une difficulté sur le racisme et la xénophobie dans ce pays, et qui doit se traiter. Moi, je regrette que les gouvernements successifs l'aient si mal traité ou l'aient si mal mis à leur agenda. Après, moi, j'ai un peu la même position que Rafik Smati. Moi, j'aime cette République, je déteste le communautarisme, et je souhaiterais que toutes les personnes qui sont immigrées, qui ont des couleurs de peau qui ne correspondent pas au style caucasien, vivent la même vie que Rafik Smati, portés par leur mérite et par leur énergie et par leur volonté. Malheureusement, moi qui suis un républicain, je constate que ce modèle d'intégration républicaine qu'on essaye de porter à bout de bras depuis 30 ans est arrivé finalement à bout de course.
Et le vrai sujet politique qu'on devrait regarder calmement, sans s'envoyer des invectives à la figure, c'est qu'est-ce qu'on doit rajouter comme mesure pour faire en sorte que une grande partie des gens qui sont discriminés dans ce pays, parce qu'il y a des gens discriminés dans ce pays, puissent retrouver le chemin de la République, autrement que par leur énergie ou par leur mérite. Tout le monde n'est pas méritant comme Rafik Smati, malheureusement. Il y a aussi des gens qui ont peut-être besoin d'aide, de plus d'aide que d'autres pour y arriver. Et puis une dernière chose sur la police, la police, elle est républicaine, la police, elle ressemble à la société française, elle est parcourue des mêmes tensions. Moi, j'ai trouvé que le discours de Castaner hier soir était un très mauvais discours, mais sur le fond, était un juste rappel à l'ordre d'un ministre de la République, quel qu'il soit, d'un ministre de droite, d'un ministre du centre, d'un ministre de gauche, peu importe, mais effectivement qu'il rappelle aux policiers que le racisme n'est pas un mode de pensée ni de fonctionnement acceptable dans la police républicaine française. Moi, ça ne me choque pas. Et je ne prends pas ça comme une sanction pour la police. De le faire lors d'une conférence de presse, est-ce que un rappel à l'ordre ou une note, ce que dit un de nos auditeurs internes, c'est-à-dire que là il y a une communication, vous savez bien que tout est communication. Bien sûr. Juste cette question de la réalité du racisme aujourd'hui en France, parce que le sentiment aussi qu'on a quand on lit ici ou là et ce que disent les policiers, c'est que tolérance zéro pour le racisme, certains disent on voudrait aussi la tolérance zéro à l'inverse, c'est-à-dire de ces policiers qui se font insulter. Il y a encore eu 2 policiers à Saint-Denis qui s'en fait... Oui, mais pourquoi ne le dit-il pas, le ministre de l'Intérieur, le racisme en général là, on est sur... Il n'y a pas de réciprocité. Et sur la réalité du racisme aujourd'hui en France, quelle est-elle? Je vous rappelle que les personnes les plus discriminées à l'emploi, au logement, ce sont les personnes handicapées. Vous avez plusieurs rapports. Oui. Vous avez Jean-François Amadieu, que vous connaissez certainement, qui a fait plusieurs enquêtes sur le sujet. Les personnes les plus discriminées à CV, adresse égale, ce sont les personnes handicapées. Ensuite, ce sont les seniors. Arrivent ensuite les minorités. Donc, la discrimination, je veux bien, mais qu'on soit cohérent et qu'on parle de... Évidemment qu'il y a des gens qui ont... et que dans les quartiers, ils sont plus contrôlés, etc., et que c'est insupportable. Mais la discrimination, elle n'est pas que raciale, elle est aussi, je vous le dis, sur les personnes âgées. Donc c'est quoi la réalité du racisme en France? On ne dit pas le contraire. Non, mais pour revenir au discours de Castaner, je ne dis pas que c'est un super discours qui restera dans les annales. C'est effectivement une opération de communication sous pression d'un gouvernement qui est finalement ballotté entre l'opinion publique et les forces de l'ordre qui le défendent. Et que, effectivement, une fois, il se met sous couvert des forces de l'ordre, une autre fois, sous la pression de l'opinion publique. Donc, c'est un très mauvais discours qui aurait, à mon avis, dû être écrit, effectivement, avec beaucoup plus de discernement. Mais sur le fond et sur le rappel par rapport au racisme, oui, vous avez raison de le dire, il y a des discriminations, et il y en a beaucoup dans ce pays, pas uniquement racial. Il y a aussi des discriminations raciales. Il y a un vrai racisme dans ce pays qui est ancré, y compris culturellement, tout comme il y a un vrai problème avec le patriarcat dans ce pays qui est ancré culturellement et qui fait qu'aujourd'hui des femmes sont battues, y compris à mort. Ben voilà, c'est des sujets qu'il faut regarder en face. On a le droit de se décrire, on a le droit de dire que la France n'est pas parfaite. La France n'est pas un pays parfait. Nous avons de hautes idées, nous avons de hauts idéaux, mais nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Oui. Dire que le racisme est... Pardon, juste dire que le racisme est ancré en France, je suis obligé de vous arrêter. Qu'il y ait des gens racistes et qu'il faille le condamner, je vous rejoins. Il y a des lois pour ça et il suffit de les appliquer. Mais notre pays a été un modèle dans l'assimilation républicaine. Alors, on est plusieurs exemples aujourd'hui autour de cette table. Alors, moi, je n'ai pas une couleur de peau qui me différencie, mais j'ai des origines qui me différencient et qui ne m'ont jamais été un frein, aucunement, ni dans mes études, ni dans ma vie sociale, ni dans ma vie professionnelle. Parce que vous n'avez pas la même couleur de peau non plus. Peut-être, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être un peu plus facile. Mais quand même, je pense qu'il faut arrêter de dire que la France est un pays raciste. Notre modèle d'assimilation, pourquoi il ne marche plus aujourd'hui? Parce que l'immigration n'est plus contrôlée. Parce qu'il y a certains quartiers qui sont aujourd'hui communautarisés, parce qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, parce que la scolarité ne fonctionne plus derrière. Donc si on régule à nouveau notre immigration, et qu'on passe d'une immigration subie à une immigration choisie, et qu'on offre l'assimilation républicaine à tous ceux qui viennent légalement en France, on réglera une grosse partie du problème. On a juste vous lire Daphné qui nous dit: vous croyez que les gens méritants et discriminés sont que des populations de couleur ou habitants des cités? Chez nous en campagne ou dans les régions, si on n'a pas de réseau et des connaissances, les places nous passent sous le nez. Arrêtez de dire des lamentations. Donc voilà, donc il y a oui, Rafik Smati. Oui, je pense que c'est une erreur et c'est un amalgame assez malsain
que de considérer que toute la question des inégalités dans notre pays doit être analysée sous le prisme du racisme. Il y a évidemment des inégalités dans notre pays. Et je vais même vous dire, il y en a sans doute plus dans certains quartiers, ce qu'on appelle les territoires abandonnés de la République, il y a des inégalités. Mais si ces territoires sont ce qu'ils sont, c'est parce que l'État, c'est parce que la République a décidé de ne pas prendre ses responsabilités et de les déserter. Et il y a aussi un problème d'ascenseur social dans notre pays. Il faut aujourd'hui 6 générations pour s'élever socialement de notre pays. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Mais cet ascenseur social, il est bloqué pour tout le monde. Il est bloqué pour le petit jeune de banlieue qui veut se battre, qui essaye d'apprendre l'informatique parce qu'il rêve de devenir informaticien, mais ça sera extrêmement difficile pour lui. Mais ce problème d'ascenseur social existe aussi pour le jeune collégien qui habite un village dans ce qu'on appelle la France périphérique, dans les grandes banlieues, qui lui aussi, d'une certaine façon, sera confronté exactement au même problème. Et quel est le point commun de cette impasse? Parce qu'il y en a un, c'est l'absence de futur. Quand une nation a renoncé à l'esprit de conquête, lorsqu'une nation a renoncé à la grandeur, lorsqu'elle est plus capable d'entraîner toute la jeune génération, quelles que soient ses origines et ses religions, autour d'un récit collectif entraînant et galvanisateur, eh bien voilà ce que ça crée. Et donc la seule solution, et c'est la plus dure évidemment, c'est d'en sortir par le haut, c'est de recréer partout, dans nos villes, dans nos campagnes, dans les cités, dans les centres-villes, une envie de France, parce que ce n'est pas un grand mot. Réussir à démontrer qu'il existe un projet collectif qui surpasse tous les autres, c'est la République française. Ouais. Donc, il n'y a pas. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur alors cette nouvelle invention de Christophe Castaner, la manifestation interdite tolérée. Ça faudra qu'on m'explique. Et puis sur cette intervention du président de la République qui a demandé à la garde des Sceaux de recevoir la famille Traoré. Curieuse intervention du président de la République. Réponse de Madame Belloubet, je vais recevoir la famille Traoré. Réponse de la famille Traoré, non, on veut pas qu'elle nous reçoive. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec mes invités aujourd'hui, débatteurs Geneviève Gotzinger, Nicolas Corato, Laurent Jacobelli et Rafik Smati. Geneviève, peut-être que vous vouliez dire encore un mot sur le débat à propos du racisme et revenir peut-être sur la pression que subit le gouvernement, enfin que se met le gouvernement aujourd'hui. Il se met une pression extrêmement forte, c'est vrai. Le gouvernement s'attend après la crise sanitaire à une crise économique et une crise sociale qui va être extrêmement lourde et qui peut remettre un certain nombre de gens dans la rue. Bon, il a déjà affronté une énorme crise avec les Gilets jaunes, qu'il a eu beaucoup de mal à contrôler sur le terrain. Ensuite, il y a eu la contestation liée à la réforme des retraites, avec là encore sur le terrain des manifestations récurrentes qui ont eu aussi un impact économique sur les commerçants, sur les théâtres, sur les lieux de spectacle. Là, au moment où l'économie doit être relancée, où il faut un redémarrage très rapide en fait, avoir à nouveau une contestation lourde dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc il est sous pression et il essaie d'éviter une nouvelle mobilisation. D'où cette décision de M. Castaner de s'exprimer hier, cette conférence de presse. Et puis, vous avez raison, en ce qui concerne la manifestation à venir, cette extrême curieuse position qui consiste à tolérer tout en ne l'acceptant pas. Bon, alors là, on est dans quelque chose d'absolument ubuesque. Je suis d'accord avec vous. On est dans le comble du en même temps. C'est totalement absurde. Soit une manifestation est déposée avec un parcours, dans les règles de la loi, soit elle ne l'est pas. Mais on ne peut pas tolérer ce qui n'est pas accepté. Alors parlons de l'affaire Traoré et donc de cette intervention du président de la République hier qui a demandé à Madame Belloubet, garde des Sceaux, de se pencher sur le dossier Traoré. Elle a annoncé qu'elle recevrait la famille Traoré. Et la famille Traoré, par la voix de son avocat, a annoncé qu'elle n'irait pas parce que c'était en violation de la Constitution. Donc comment le gouvernement peut-il commettre une faute comme celle-là qui veut Rafik On ne sait pas. Oui. On ne sait pas comment il Nicolas peut. C'est complètement dément. C'est-à-dire que le président de la République donne une instruction à un garde des Sceaux de s'immiscer dans une affaire en cours. C'est je pense que depuis l'histoire de l'hélicoptère, vous savez, qui était allé chercher un procureur de la République dans l'Himalaya
On n'avait pas connu de choses aussi folkloriques que ça. D'ailleurs, ça a mis la garde des Sceaux dans un embarras. Donc, elle a fait une sorte de communiqué très alambiqué en expliquant qu'elle ne donnait aucune instruction individuelle, mais qu'elle pouvait être sensible aux prises de position publiques sur telle ou telle affaire. D'ailleurs, l'avocat de la famille Traoré a la bonne réaction, parce que peu importe sa position, il ne participe pas à cette opération qui n'est qu'une opération de communication politique très très maladroite et qui est d'ailleurs très très mal prise par les magistrats qui considèrent que c'est à nouveau un défi à la dépendance de la justice. Indépendance qui est quand même très très relative dans notre pays, il faut bien le dire. Oui. En termes de communication, se traduit en fait par un camouflet, puisque effectivement elle refuse de rencontrer la garde des Sceaux. Donc on est dans le cas Leonarda dont on parlait en début d'émission. C'est Leonarda peut rentrer, ah ben non moi je rentre pas sans ma famille, ben là je vous rencontre, ah ben non je vous rencontre pas. On est dans le cadre d'une procédure et on la respecte et il y a une séparation des pouvoirs. Il est extrêmement inquiétant que, vous savez, on disait de François Hollande qu'il était le président de l'anecdote, mais ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est de faire le lien entre une affaire qui est ce qu'elle est, qui est évidemment tragique pour la famille, mais qui reste une affaire parmi des milliers d'autres que compte aujourd'hui notre pays, et que sous prétexte qu'il y a des manifestations, que les projecteurs soient braqués dessus, que ça devienne tout de suite un sujet, voire le sujet politique, je trouve ça pas très sain pour notre démocratie. Il y a d'un côté la justice qui doit faire son boulot et j'ose espérer que dans ce cas précis, elle le fait de manière la plus juste et la plus impartiale possible. Et il y a un autre côté un gouvernement, un président de la République qui sont censés préparer le pays pour l'avenir et l'armée. Voir l'exécutif au plus haut niveau s'approprier ce sujet-là m'inquiète en réalité pour ce qui est devenu aujourd'hui notre démocratie. Laurent Jacobelli. C'est terrifiant ce qui vient de se passer. Moi d'abord, j'aimerais vous poser une question, mais qui a élu la famille Traoré et à quel mandat? Enfin, de quel droit doivent-ils être reçus par la ministre de la Justice et à quel titre? Quelle est leur crédibilité? Moi, j'aurais aimé que la ministre de la Justice reçoive les parents des enfants qui ont sombré dans la drogue à cause de la famille Traoré. J'aimerais aussi qu'elle reçoive la famille des victimes handicapées qui ont été abusées et escroquées par cette même famille. Parce qu'il faut le dire, si cette famille a des problèmes avec la police, ce n'est pas à cause de sa couleur de peau. Aucunement. Je tiens d'ailleurs à rappeler que 2 des gendarmes sur 3 qui ont interpellé Amada Traoré étaient eux aussi des gens de couleur. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une famille de multirécidivistes. Donc, oui, mais ça, vous savez que c'est un argument qui n'est pas recevable dans la mort d'un homme. Enfin, vous pouvez pas justifier qu'Adama Traoré soit mort parce que... Non, j'ai pas dit ça. Une seconde, vous ne m'avez pas compris. Si vous avez compris ça, je suis en train de dire que cette famille n'est pas légitime à donner des leçons de justice en France, parce que c'est une famille de délinquants. Mais Madame Belloubet n'en est pas à son coup d'essai. Madame Belloubet n'en est pas à son coup d'essai. Elle a libéré plus de 10 000 prisonniers. Pas tous en même temps. Vous pouvez être délinquant et exiger le respect du droit à votre égard. Oui, mais c'est 2 choses différentes. Mais Madame, des millions de Français sont dans cette situation. Ils ne sont pas reçus par Madame Belloubet. Des millions de Français sont dans cette situation. On rappelle qu'il y a eu 3 expertises judiciaires tout de même qui ont été faites. Absolument. et que la famille n'accepte pas ces expertises judiciaires qui sont faites dans un cadre légal, avec un magistrat, avec des experts, avec des interventions possibles des avocats des 2 côtés. Donc la justice fait son boulot. Donc quand on n'est pas d'accord avec la justice, est-ce qu'on va dans la rue et finalement on est reçu par la ministre? C'est celui qui gueule le plus fort qui finalement a raison contre la justice. Valérie, Nicolas, je pense que il faut peut-être sortir un peu de l'affaire Traoré, même si je suis d'accord avec vous, il y a des choses un peu scandaleuses. Mais cette affaire, elle est emblématique et elle est symptomatique de. Et moi, j'aurais aimé qu'hier Christophe Castaner parle de ça. Comment est-ce que la justice, la police enquête sur elle-même? Et il y a un vrai problème dans la gestion de l'affaire Traoré. D'abord, c'est le temps. On a déjà 4 ans d'instruction, avec des pièces et des expertises qui sortent en dernière minute, qui sortent sous la pression de la rue, comme si d'une certaine manière les magistrats réagissaient en fonction de certaines pressions. Et ça pose une question. Deuxièmement, il y a un vrai sujet sur le fonctionnement de l'inspection générale, soit de la gendarmerie nationale, soit de la police nationale quand ça se passe, qui sont des services qui sont hiérarchiquement sous la dépendance et sous la coupe de leur hiérarchie policière ou gendarme.
ou du ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'il y a un moment, alors on l'a beaucoup dit à l'occasion de ces manifestations au tribunal judiciaire, il y a un exemple en face de chez nous, en Grande-Bretagne, où c'est une autorité indépendante qui enquête sur les éventuelles bavures des policiers ou des gendarmes. Oui. Enfin, là, il n'est pas question de l'IGPN, il est question d'un procès. Il n'y a pas, et ce sont les gendarmes. Sauf que c'est pas l'IGPN, en l'occurrence, c'est l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Sauf que de quoi se nourrissent les juges d'instruction sur ces dossiers-là? Ils se nourrissent beaucoup des expertises et des contrôles et des rapports qui sont faits en interne. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'une autorité administrative indépendante qui enquête sur ces faits-là et qui enquête de la manière la plus neutre possible, sans être influencée ni par l'interne, ni par la hiérarchie, ni par une forme de pression de la rue. Rafik Smati. Je crois qu'il faut nous obliger à faire preuve d'un peu de distance vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. De deux choses l'une, soit il y a un procès en correctionnel ou aux assises, et dans ce cas-là, je fais confiance en la justice de mon pays. Je fais confiance. Soit il n'y a pas de procès et ça se traduit par un non-lieu. La famille aura toujours la possibilité de faire appel de ce non-lieu. Donc, on est dans un état de droit et je crois que plutôt que de rentrer dans des débats extrêmement passionnels, laissons cette affaire suivre son cours. Voilà, bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Nous, on se retrouve demain pour d'autres débats, d'autres infos. Merci à vous et bonne journée sur Sud Radio.